ces soldats sont allés à la guerre et ont été fusillés au front. Et ce ne sont pas des soldats qui sont restés dans leur lit pendant que leurs camarades se faisaient tuer. Ils sont partis à la guerre. C'est pour ça que moi je dis toujours qu'ils sont morts par la France, parce qu'ils y sont allés à cette guerre. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et récits consacré à un fait longtemps considéré comme tabou et qui concerne la Première Guerre mondiale. Savez-vous que près de 700 soldats français ont été fusillés au cours de ce conflit et que certains d'entre eux l'ont été pour l'exemple? Pour en parler, j'ai invité Christiane Menot, présidente de l'U-Projet, spécialiste de l'histoire de cette guerre et de ses poilus, et qui va nous éclairer sur les circonstances et le cadre juridique de ces condamnations à mort de ses propres soldats. Christiane Menot, bonjour. Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation. Tu es une habituée maintenant, Christiane. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Et ma première question va porter justement sur le cadre légal et notamment ce qu'on a appelé les conseils de guerre. Qu'est-ce qui pouvait conduire un soldat à se retrouver face à un peloton d'exécution? Alors pour te répondre, je vais te dire le code de justice militaire. C'est-à-dire que lors de la Première Guerre mondiale, il y avait un code de justice militaire qui servait de base à tout jugement. Il datait de 1857, avait été modifié après la guerre de 1870, donc en 1875. Mais ce code s'appuie quand même sur des textes très anciens, 1791, 1810, 1832. Nous sommes quand même en 1914. Donc, par application de ce code de justice militaire, les déserteurs, ceux qui abandonnaient leur poste, ceux qui étaient en outrage à officier, c'est-à-dire que certains disaient que, par exemple, on n'avait pas besoin d'officiers pour faire la guerre, puisqu'on n'envoyait que la troupe, les refus d'obéissance, le vol, la rébellion, le meurtre. Et puis, on pourrait ajouter aussi cette forme de suicide de certains qui préféraient, au final, que de subir ce code de justice militaire, d'être fusillés. Ils abandonnaient leur poste, ils savaient qu'ils allaient être fusillés, mais ils traînaient pas au cours de la guerre. Il préférait cette solution. Ah ben oui, face à l'horreur de la guerre, à un moment donné, il y en a qui ont préféré en rester là. Et en rester là, ça voulait dire abandonner son poste et être fusillé. C'était plus rapide et on n'en parlait plus. Est-ce qu'il y a eu des périodes particulières pendant la guerre qui ont vu s'accroître le nombre de ces procédures? J'imagine bien évidemment que ça doit être lié avec le moral des troupes, bien sûr, mais aussi, je pense aux mutineries de 1917 qui sont restées dans les mémoires. Eh bien, contrairement justement à cette idée un petit peu reçue que ce sont les mutineries qui ont engendré le plus de jugements et le plus de condamnations à la peine capitale, moi, c'est 1914 qui a coûté le plus de jugements et de fusillés. En 5 mois, on a quand même fusillé 156 soldats. Si on le rapporte au mois, ça fait quand même 31 soldats par mois. C'est énorme. C'est l'année où il y en a eu le plus, sur 5 mois. Et pourquoi? Parce que même si on parle du départ avec la fleur au fusil, puisque tous nos soldats partaient persuadés qu'on allait battre les Allemands et qu'à Noël, ils rentraient dans leur foyer, beaucoup se sont aperçus que c'était pas ça. Beaucoup ont eu peur. C'est pas de la lâcheté, hein, c'est la guerre. Ils ont eu peur et beaucoup ont voulu rentrer chez eux. Donc, pour éviter cette déconvenue, on a jugé à tour de bras. Est-ce qu'on a une idée, Christiane, du nombre exact de soldats fusillés par la France pendant cette guerre? Il y a eu des travaux de recensement qui ont été faits? Alors, il y a des travaux de recensement. C'est vrai que tu as annoncé 700 soldats français. C'est une estimation, je dirais entre 650 et 750. Moi, j'ai commencé à étudier tous les jugements qui sont mis en ligne sur Mémoire des hommes. J'ai étudié 833 dossiers actuellement et je n'ai pas tant de fusillés que ça dans les comptes. C'est totalement différent. C'est-à-dire sur 833 dossiers, j'ai 650 fusillés, mais il y a des acquittés, il y en a 217 qui ont fait de la prison. Il y a ceux que j'appelle les autres, soit ils sont morts à l'hôpital avant d'être jugés, soit ils ont été abattus pour certains d'une balle dans le dos. C'est à se poser la question de l'acte. Et puis, ceux qui préféraient se suicider dans leur cellule que d'être jugés. J'aimerais aussi évoquer le cas de ce que l'on a appelé les fusillés pour l'exemple. Est-on vraiment face à de l'arbitraire et peut-on comptabiliser aussi les victimes de cette forme de justice expéditive?
Alors, fusiller pour l'exemple. Mon opinion sur le terme fusiller pour l'exemple. On peut dire aujourd'hui que tous ont été fusillés, entre guillemets, pour l'exemple. Pour moi, il n'y a que ceux des mutineries. Tous les autres, ils ont servi d'exemple à leurs camarades soldats quand on faisait défiler les troupes devant ceux qu'on allait fusiller. Mais ils ont été, et ça me fait mal de le dire, mais ils ont été fusillés légalement au titre du code de justice militaire. C'est-à-dire que le soldat qui désertait, il savait qu'il risquait d'être fusillé. Il le savait. Donc, c'est comme, aujourd'hui, on tue notre voisin, on sait qu'on risque d'aller en prison. C'est exactement la même chose. Donc il le savait. Par contre, dans les mutineries de 1917, on a choisi les soldats. Pour éviter de fusiller toute une section ou toute une compagnie, on a choisi, on a tiré au sort. C'est-à-dire que quand un général demandait à ce qu'on fusille la section, eh bien, le commandement prenait au départ, les fortes têtes. Et on s'en débarrasse, hein, c'est une forme de se débarrasser. Et puis, beh, quand on n'avait pas atteint le nombre qu'il fallait, on donnait un numéro à chacun et on tirait dans le chapeau. Donc, oui, là, c'est du hasard et c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on en a fusillé 15 sur 200 personnes, mais pourquoi ces 15-là? Mais on réhabilite ces gens-là, alors qu'on ne réhabilite pas les autres. Mais quelle différence entre celui qui ne sort pas de la tranchée, de celui qui déserte à l'individuel? C'est la même chose, l'acte est le même. Donc je comprends qu'aujourd'hui, on veuille réhabiliter tout le monde. Malheureusement, pour moi, c'est pas possible. Ceux qui ont été légalement jugés, bah, faut laisser l'histoire à l'histoire. Et donc pour revenir sur ces fusillés pour l'exemple des mutineries, je vais parler de l'affaire de Flirey qui a été quand même une grosse affaire. Une section totale refuse de sortir de la tranchée. Le chef d'escadron décide qu'on va fusiller toute la section et puis de la section, on décide de fusiller la compagnie et là se joue un jeu de dupes. On ne peut pas fusiller tout le monde. Alors, bon, on va fusiller que la section. Ah oui, mais mon commandant, ça fait 160, soldats. Ah oui, donc ça fait peut-être un peu trop, alors vous m'en fusillerez 10. Et ça se terminait comme ça, en fait. Et dans l'affaire de Flirey, d'une compagnie, on est passé à une section, on est passé à un pourcentage, on en a jugé 5 et on en a fusillé 4. Et on a su réellement ce qui s'était passé des années plus tard, lors d'une réunion d'assemblée d'anciens de Flirey. Est-ce que tu peux nous éclairer sur le fonctionnement des conseils de guerre? Est-ce qu'il y avait une instruction digne de ce nom? Est-ce qu'on était défendu? Est-ce qu'on avait une chance d'en sortir vivant? Alors la chance de sortir vivant, je te réponds tout de suite, c'est non, hein. Celui qui était jugé pour abandon de poste ou pour meurtre, il savait qu'il s'en sortirait pas ou alors, c'était extraordinaire. Mais quand ils étaient nombreux, ils avaient plus de chance. Alors la construction, on va dire, réelle du conseil de guerre a toujours été respectée. Je ne les ai pas tous étudiés, j'en ai étudié certains pour voir si on pouvait discuter le jugement en disant: «Bah, le conseil n'avait pas été, correctement et légalement constitué», mais non. C'est très clairement défini, c'est-à-dire que si on juge un général, il y a tant de généraux, il y a tant d'officiers, il y a tant de sous-officiers. Si on juge un soldat, il y a un général ou un colonel, il y a tant d'officiers, tant de sous-officiers, tant de soldats. C'est vraiment très, très réglementé et ça a été très respecté. Là-dessus, on ne peut rien dire. Après, chaque soldat qui va être condamné, on lui assigne un défenseur qui est soit de son grade, soit supérieur à son grade, mais c'est toujours quelqu'un du régiment. C'est jamais quelqu'un qui a un regard neutre extérieur et on fait toujours venir à la barre des témoins, négatifs, c'est-à-dire des témoins accusateurs et non pas défenseurs et il y en a qui sont jugés où on va prendre le temps, ça va prendre, 8 jours, 15 jours, 1 mois, 1 an pour certains et puis au début et ben, ça en 24 heures, 48 heures, c'est plié, l'affaire est pliée. D'abord le soldat reconnaît qu'il a déserté, il peut pas nier les faits, de toute façon, il a déserté, il a été arrêté, il était déserteur. Donc c'est difficile pour lui de nier les faits, donc c'est jugé rapidement. Ils sont tous d'accord et en général, une fois qu'il est en 14, hein, surtout, une fois qu'il a été jugé à la peine capitale, on fusille le lendemain, quoi. On n'attend pas 6 mois pour fusiller. En plus, ils n'avaient pas de recours en 14, ils pouvaient pas se défendre, ils pouvaient pas dire qu'ils avaient été mal jugés. Le recours a été remis en place bien après, mais en 14, ils pouvaient pas se défendre, hein. Ils étaient jugés, point barre et on fusillait.
Et ça, c'est assez dramatique parce qu'en 14, on a quand même fusillé des gens pour des motifs quelquefois, surprenants. Enfin, moi, je suis toujours, très étonnée de comment on a fusillé. Le premier dossier que j'ai étudié et que j sur lequel j'ai écrit, c'était un alco enfin, j'avais dit qu'il avait été fusillé pour avoir bu un coup de trop. C'était un soldat qui avait un fort caractère. Il a une journée de permission et quand ils avaient une journée de permission, ils allaient au bistrot du village. Il était avec des camarades de régiment. Il rentre bien à l'heure de la soupe et puis, bah, sûrement éméché, hein et c'est lui qui clame que, bah, on n'a pas besoin des officiers pour faire la guerre. Puisque c'est eux qui vont sur le terrain, bah, on n'a pas besoin des officiers. Son caporal chef de section lui demande de se taire, de baisser d'un ton et de se taire. Bah, l'autre, il est alcoolisé, il est énervé, il est remonté, donc il se tait pas. Automatiquement, il poursuit. Il poursuit peut-être avec plus d'insistance. Le caporal, lui, insiste pour le faire taire, sort son arme avec la baïonnette au bout, le fusil avec la baïonnette et il y a échauffourée et le caporal le dénonce. Donc le soldat est arrêté le lendemain, jugé le surlendemain, fusillé le troisième jour. Il y a pas de discussion. Hein et c il avait bu un coup de trop, mais enfin, l'armée les alcoolisait donc tout ça, ça s'enchaîne quoi, hein. C'est un petit peu bizarre et puis je voudrais aussi te parler d'autres cas. Henri Douaneau, c'est un soldat qui est d'un village à côté de chez moi. Quand il part à la guerre, ils sont 4 frères en fait à participer à cette guerre. Donc son premier frère, il y en a un qui disparaît à la bataille de Morhange le 22 août 14. Son autre frère est blessé le 29 septembre 14 et lui, en octobre, il se dit: «Bah, ouais, moi j'ai un frère qui est porté disparu, j'en ai un qui est blessé, l'autre, je ne sais pas ce qu'il devient» et lui, il est l'aîné de ces 3 frères-là et le 6 octobre, il décide que stop pour lui, il frappe à la guerre et il s'arrête là. Et malheureusement, à cette époque-là, les circonstances atténuantes, les états d'âme, ça n'existait pas. Même dans la vie de tous les jours, ça n'existait pas. Alors à l'armée, ça existait encore moins. Donc il a eu aucune circonstance atténuante et il a été fusillé. Donc ça a été pour la famille, ça a été terrible. Donc dans cette famille-là, 4 frères, il y en a un qui est fusillé, donc ce que j'appelle mort par la France, un autre qui est mort pour la France et les 2 autres, il y en a un qui est mort en 1925 et l'autre en 1935. Ils n'ont pas vécu vraiment très, très longtemps et pour la mère de famille qui avait 4 garçons, c'est terrible, hein. C'est terrible et c'est souvent pendant la guerre ce genre de situation, hein. Tu as parlé tout à l'heure des tentatives de réhabilitation de certains de ces fusillés. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des familles qui essayent de réhabiliter? Est-ce qu'on y arrive à réhabiliter dans certains cas? Est-ce que, la France, accepte, après étude des cas? Est-ce que tu as des éléments sur ce point? Alors, dans le détail, pas vraiment. Des réhabilitations, je dirais, sans m'engager, vraiment, difficilement, tous ceux qui ont été fusillés au titre des mutineries, aujourd'hui, ont été réhabilités, hein. C'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire Et ceux puis qui étaient tirés au sort, comme tu l'as dit, un peu dans voilà, l'exemple, qu'on trouve dans l'Antiquité, la décimation chez les Romains, on en prenait un sur 10, pour faire l'exemple. Donc ceux-là, tu me dis, il y a eu des éléments, voilà. il y a eu Alors des réhabilitations. pourquoi il y a eu des réhabilitations? Parce qu'il y a les preuves, il y a les sources, ce sont des très gros dossiers. Donc et il y a eu beaucoup de témoins après la guerre qui étaient en vie pour témoigner de ce qui s'était passé. Donc je dirais que c'est une action plus facile à intenter en justice de nos jours pour obtenir la réhabilitation. Quand c'est son ancêtre, à l'individu, hein, à l'individuel, ça a été plus difficile. Il y en a beaucoup, hein, qui ont été réhabilités, mais c'est plus compliqué parce que faut pour pouvoir la demander, il faut avoir toutes les preuves. Donc beaucoup de témoignages, aujourd'hui, je dirais que c'est devenu impossible. Il y a plus de témoins vivants pour en parler, à l'oral. Donc s'il y en a pas qui, dans leur famille, auraient raconté qu'ils ont assisté à, c'est plus compliqué. Après, être réhabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, au titre du code de justice militaire, c'est difficile aussi. S'il a été prouvé dans les jugements que, le soldat avait déserté, par exemple, avait volé, avait, outrage à officier, rébellion en armes, enfin j'en passe, hein, mais il y a eu beaucoup de cas. Si ça a été prouvé, c'est difficile pour les descendants aujourd'hui d'aller contre parce qu'on n'en a aucune preuve. On ne Bien peut sûr. pas. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois je me dis donc: «Laissons l'histoire à l'histoire et ne remuons pas la boue en fait de cette guerre et acceptons
difficilement, mais acceptons et reconnaissons quand même, parce que je trouve que c'est important, ces soldats sont allés à la guerre et ont été fusillés au front. Et ce ne sont pas des soldats qui sont restés dans leur lit pendant que leurs camarades se faisaient tuer. Ils sont partis à la guerre. C'est pour ça que moi je dis toujours ils sont morts par la France, parce qu'ils y sont allés à cette guerre. Et donc en ça, on a le devoir de mémoire, au même titre que celui qui est revenu, qui a été honoré parce qu'il a été mort pour la France, ou celui qui est revenu gueule cassée. Il faut l'honorer aussi. Il faut tous les honorer. Mais les réhabiliter aujourd'hui, je pense que c'est trop tard maintenant. Un mot sur les sources qui permettent d'accéder à ces informations, le travail que tu as fait. Est-ce que le généalogiste qui nous écoute peut accéder à ces dossiers et comment il peut y accéder? Alors moi, j'invite celui qui veut chercher à appliquer à peu près ma méthode parce que pour l'instant, j'en ai pas vraiment trouvé d'autres. Moi, j'ai commencé simplement par lire les jugements qui sont, en ligne sur Mémoire des hommes. Parfois, il y a pas de jugement, donc on sait qu'il a été fusillé, pas de jugement. Pourquoi? Pas classé, pas gardé, détruit pendant la guerre. Mais quand il y a les jugements, on peut avoir un jugement de 2 pages et parfois, quand ils sont jugés, qu'ils sont 50 ou 60 à être jugés en même temps, le dossier peut avoir 1000 pages, hein. Donc il faut être patient. Quand on lit, il faut vraiment être très patient. Donc c'est la première démarche et à chaque jugement que je lis, je relève bien tous ceux qui sont jugés en même temps que celui qui a été fusillé, parce qu'il ne faut pas croire qu'à chaque fois, il y en avait qu'un. Et je classe ceux qui ont été condamnés à la prison ou ceux qui ont été acquittés ou celui qui est mort parce qu'il s'est pendu ou celui qui est mort, à l'hôpital, par exemple. Et je rapproche toujours ces renseignements-là des fiches matricules. Parce que parfois, on n'a pas totalement les mêmes renseignements sur une fiche matricule que dans le jugement et on a des informations qui se croisent et qui se complètent. Donc ça, c'est la démarche de base. Et puis après, de lire les journaux de marche et d'opération, parce que parfois on en parle, pas toujours, mais parfois on en parle, et les historiques des régiments. Alors, les historiques des régiments, on en trouve sur Mémoire des hommes et on en trouve beaucoup sur Gallica. Tout est en ligne. C'est-à-dire qu'après, il y a pas besoin vraiment de sortir de son bureau, quoi. On peut faire de la maison. Et puis moi, je me déplace aussi au service historique de la Défense à Vincennes parce que, il y a pas que ces jugements-là. C'est-à-dire ces jugements-là, ils sont en ligne parce qu'il y a eu des fusillés. Mais à Vincennes, il y a tous les autres. Tous ceux qu'on a jugés pendant la guerre et qui ça n'a pas abouti systématiquement à être fusillés. Enfin, on voit bien qu'il y a une matière accessible au généalogiste et qu'il a une mine d'or en face de lui et que s'il a dans sa famille ou dans ses connaissances, des informations de ce type-là, il peut aller les chercher et on peut avoir accès à tout ça. Ah oui, tout à fait. Moi, sur l'affaire de Friret, puis sur d'autres, hein, il y a eu des affaires en Turquie ou ailleurs et j'ai trouvé les dossiers papier sur ce qui s'était passé, le contexte militaire, le je pense que sur la Première Guerre mondiale, c'est fini, on peut plus dire qu'il y a des tabous. Tout est accessible. Si on se donne la peine de chercher et de prendre le temps de chercher, oui, on pourra mieux raconter l'histoire de notre ancêtre, ça c'est sûr. Et Christiane, en conclusion, j'ai l'impression que le sujet est toujours sensible aujourd'hui. Tu dis qu'aujourd'hui, il y a plus de survivants, il y a plus rien, mais on sent quand même que ça reste un sujet de temps en temps. On lit des articles, sur des tentatives de réhabilitation ou d'autres éléments. Est-ce que je me trompe sur la sensibilité à ce sujet? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a toujours des descendants proches de ces histoires. C'est-à-dire que si les protagonistes, eux, sont décédés, depuis quelques années, enfants et petits-enfants peuvent être encore là pour en parler parce que, en général, un fusillé, on n'en a pas toujours franchement parlé parce qu'il y avait une certaine honte, une certaine gêne dans la famille. On mettait plutôt en avant les morts pour la France. C'est un petit peu ce que j'ai reproché pendant le centenaire de la Première Guerre, justement, entre 2014-2018. Tout le monde y allait à tour de bras pour rédiger des articles sur leur mort pour la France, mais je n'ai pas lu d'article sur leurs fusillés. Alors que pour moi, ils étaient tous à mettre, au même honneur en fait, ils faisaient partie de la famille et donc aujourd'hui, c'est encore sensible et pourquoi? Parce qu'on a toutes les archives. Et puis, moi, par exemple, mon grand-père était de la Première Guerre mondiale, donc je suis encore proche de ça. Mais je dirais que, ça risque de s'éteindre, ce souvenir et cette intensité avec mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants. Ça sera trop loin. C'est comme si moi, je parlais encore de la guerre de 70 et des morts que j'ai pu avoir à cette guerre-là. Petit à petit, ça va s'apaiser et puis, la prochaine guerre dont on va beaucoup parler, c'est la seconde parce qu'on approche du centenaire quand même. Donc, je pense que quand on va pouvoir avoir accès à beaucoup d'informations sur la Seconde Guerre mondiale, la première va un petit peu s'effacer
Enfin, c'est le glissement en fait de l'histoire, c'est la vie et c'est comme ça. Mais tant qu'on pourra et tant qu'il y aura des gens qui seront intéressés par cette première guerre, et j'en fais partie, on ne les oubliera pas. Je suis loin d'avoir écrit sur tous ceux qui ont été fusillés, donc il y a encore matière. Et ce que je voulais dire, que je n'ai pas dit au cours de cette interview, on a parlé des fusillés français. Il est important de savoir qu'on a fusillé aussi des étrangers qu'on a fusillés en France ou des étrangers qu'on a fusillés à l'étranger. On n'a pas fusillé que les nôtres, hein. L'armée française a été très, très dure, hein. Écoute, Christiane, un grand merci pour cet entretien. Je note qu'il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site Mémoire des Hommes et le compléter parce que tu nous as expliqué. En tout cas, encore un grand merci pour ta participation à Racines et Récits. Et je précise le nom de ton site, Antequam, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre et de tes publications. Merci beaucoup, Christiane. Merci pour l'invitation et à bientôt. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 9. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est animé par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 15 mai. À bientôt et merci de votre fidélité.